Bonjour Amandine Gay. Bonjour Nassira. Bienvenue dans le grand entretien du Bondy Blog. On a une première question traditionnelle dans le grand entretien, c'est qui êtes-vous Amandine Gay? Alors, moi je suis aujourd'hui réalisatrice et universitaire, si je dois décrire mes métiers. Et puis sinon, qui je suis plus généralement, je dirais quelqu'un qui organise sa vie autour des questions politiques. Et donc que ce soit en faisant de la pige, en faisant des reportages, en faisant un documentaire, en faisant des conférences ou en animant des ateliers pour des élèves de collège-lycée, l'objectif c'est d'avoir un maximum de canaux sur lesquels je peux faire de la conscientisation ou au moins de l'éducation, on va dire plus ou moins populaire, sur des enjeux liés aux questions de société, en particulier les questions raciales, de genre, d'orientation sexuelle et voilà. Et vous êtes surtout, quand même, la réalisatrice du documentaire, premier documentaire d'ailleurs, Ouvrir la voie. À quel moment l'idée du film vous est venue ? En fait, je pense que c'est un projet quand même qui mature depuis un moment sous différentes formes. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où je me suis réorientée sur le monde artistique, donc je suis rentrée au conservatoire du 16e arrondissement à Paris, j'avais 23 ans. Madame Bah oui, quitte à aller dans un conservatoire, bon voilà. Et puis, au départ, c'était plus pour être comédienne, même si j'avais quand même dans un coin de ma tête l'idée qu'à terme, je voulais faire de la réalisation, sachant qu'au départ, en plus, c'était le documentaire que je voulais faire, donc il y a toujours bon, on finit toujours par arriver à ce qu'on voulait faire au départ, mais donc je suis allée au conservatoire parce que ça faisait quand même longtemps que j'avais envie d'être dans la performance artistique et que je me l'autorisais pas pour plusieurs raisons, en particulier le fait que je pense que j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie personnelle à lutter contre les clichés et donc je voulais absolument pas être cette fille noire qui chante, qui danse et puis au bout d'un moment je me suis dit qu'en même temps si j'avais envie de faire ça, c'est parce que j'étais une fille noire que j'étais forcément obligée de prouver que non, je n'étais pas un cliché de fille noire. Donc je suis quand même allée faire un conservatoire de théâtre. Et j'ai commencé à travailler assez rapidement et à avoir un agent qui m'a envoyé sur des castings. Et donc très vite, je suis passée de mes cours où je pouvais travailler les textes que je voulais, donc voilà, Sarah Kane, je sais pas, moi, Kofi Kwaoulé, Racine, à des auditions où on me demandait de faire droguer, prostituée, stripteaseuse, fille qui va ou qui vient de prison, sans papier, on me demandait de parler avec l'accent africain antillais, on me demandait de venir en boubou, comme si tous les Noirs avaient des boubous chez eux. Et en fait, passé un certain nombre d'auditions, j'ai commencé à en avoir vraiment marre, donc à me fâcher avec mon agent, parce que je lui ai dit arrête de m'envoyer à des castings de noirs. Puis elle m'a dit mais je t'envoie quand c'est écrit, enfin j'envoie ton profil quand c'est écrit jeune fille 18-25 ans. Elle me dit on me répond que quand c'est écrit dans le scénario que le personnage est noir. Et quand le personnage était noir, apparemment, il fallait que ce soit quand même quelque chose de dramatique, alors soit du côté sexuel, soit du côté migrant, mais enfin apparemment ça pouvait jamais être Martine est secrétaire et il se trouve qu'elle est noire, quoi. Donc, à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et après la frustration, j'ai un ami directeur de casting qui m'a dit, écris tes propres scénarios et puis au moins, tu pourras jouer les rôles que tu as envie. De la fiction plutôt au départ? Oui, bien sûr, c'était de la fiction au départ. Et donc, j'ai commencé à écrire des programmes courts avec une amie comédienne, dont un qui a eu pas mal de succès avec les boîtes de production. Donc, on a eu beaucoup de rendez-vous. Qui s'appelle? Il s'appelait, il n'est jamais sorti, il s'appelait Mediatart. Et l'objectif, c'était de faire une satire des magazines féminins, en fait. Donc, d'avoir 5 amies, femmes à Paris, qui lisaient un vrai titre de magazine féminin et qui, après, s'y confrontaient dans la vie. Et l'idée, c'était d'avoir comme une série féministe qui ne se voit pas. Donc, de parler de pilules, de parler de harcèlement de rue, de parler de, je sais pas, la fessée s'est branchée, comment ça se passe vraiment exactement, ce genre de truc. Et puis, très rapidement, passé le moment de, on a le premier rendez-vous, donc ce qu'on a écrit, c'est super, c'est trop frais, c'est génial, on est vraiment, voilà. Arrive le moment où on commence à parler développement, et puis là, on nous dit, bon, par contre, ces personnages, ça se voit que vous avez trop regardé de séries américaines. J'avais écrit un personnage qui était une lesbienne noire sommelière. Et alors ça, apparemment, c'était vraiment pas possible, ça n'existait pas. En fait, on m'a un des rendez-vous en particulier. Trop subversif, c'est ça? Non, ça n'existe pas en fait. C'était vraiment ce genre de personne n'existe pas. Vous l'avez rêvé. Peut-être qu'aux États-Unis, il y a des noires sommelières ou des noires lesbiennes, mais enfin en France, ça n'existe pas. Et alors moi, je me disais bon, moi j'ai été manager de bar à vin et puis je me définis comme pansexuelle. Donc en fait, ce personnage c'était moi. Puis je me disais donc je suis en train d'avoir une conversation sérieuse avec un homme de plus de 45 ans. En fait, que je n'existe pas. C'est ça. Et là, je me suis dit, bon, donc en fait, passer à l'écriture ne changera rien non plus, puisque c'est pas moi qui finance le film, enfin en tout cas la série, et que si je dois réécrire mon projet jusqu'à ce que la fin, mon personnage de femme noire lesbienne sommelière devienne une migrante sans papier qui, je sais pas moi, est excisée de force, je sais pas quoi,
bon bah alors ça servait à rien que je sois passée à l'écriture quoi. Oui. Donc à partir de là, je me suis dit bah, qu'est-ce que je peux faire avec mes moyens et en autonomie, puis c'était un documentaire. Donc je me suis dit bah, puisqu'apparemment je n'existe pas, je vais aller chercher plein de filles dans mon entourage qui apparemment n'existent pas ici, puis on va les montrer, puis on va montrer qu'on existe, puis comme ça on pourra passer à une autre étape de la conversation. Comment s'est passée la rencontre avec les à peu près 20 témoins, Ouais, 24. C'est ça, 24 témoins. Comment s'est passée la rencontre avec elles? Est-ce que vous les connaissiez auparavant et vous considériez que c'était les plus à même à parler de ces questions-là? Ou est-ce qu'il y a eu une sorte de casting? Comment ça s'est passé? Bah, c'est un mélange en fait, c'est-à-dire que toutes les filles qu'on voit dans les performances artistiques, bah, c'est beaucoup de filles que j'ai croisées dans mon parcours d'artiste. Ensuite, il y a un certain nombre de filles aussi qui sont mes amies, qui sont celles sur qui j'ai testé les premières versions du questionnaire. En fait, le film, il est construit à partir de mon expérience, donc du jour où on découvre qu'on est noir au jour où on décide ou non de quitter la France. Et puis, ce que je voulais voir, c'est que comme en plus j'ai une expérience qui est vraiment, on va dire, singulière, puisque moi j'ai été adoptée par une famille blanche, donc j'ai grandi à la campagne lyonnaise, donc je me disais qu'il y avait certainement des éléments de mon enfance qui étaient peut-être pas très emblématiques de ce que vivaient les jeunes femmes noires qui ont grandi dans la communauté noire ou dans les communautés noires. Donc j'ai fait une première version du questionnaire que j'ai testé avec mes amis noirs qui avaient des parents noirs. Et puis j'ai vu s'il fallait faire des ajustements, puis pas forcément sur ces enjeux-là aussi, sur d'autres questions, par exemple liées à l'identité de genre aussi, comment on se sentait par rapport au fait d'être femme ou des choses comme ça. Et puis une fois que j'ai réajusté, là j'ai passé un appel sur les réseaux sociaux puis dans certains médias. Donc j'ai fait un appel sur Twitter en disant je fais un documentaire afroféministe, si ça vous intéresse, envoyez un mail à telle adresse. Et puis après j'ai reçu énormément de réponses. Donc j'ai fait 45 pré-entretiens et comme à cette époque-là j'étais encore serveuse à temps plein, à un moment donné je me suis arrêtée parce que j'en pouvais plus. Et ce que je dis, bah forcément il n'y a pas toutes les voix. Moi, on m'a écrit de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, mais bon là je pouvais pas y aller, c'est un film qui est autoproduit. Donc c'est beaucoup des filles qui étaient soit en Île-de-France, soit je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il y avait beaucoup de Belges qui faisaient des passages à Paris. Donc dans le film c'est des Françaises et des Belges. Et vous le regrettez, ça, ce biais-là du coup peut-être? Bah, j'aurais aimé avoir d'autres voix, c'est sûr. Ce serait intéressant d'aller voir des filles qui vivent dans des plus petites villes, à la campagne, et puis je pense aussi savoir ce qui se passe dans la Caraïbe, ce serait très intéressant. On oublie très souvent que la Caraïbe c'est la France, mais c'est la France, donc ça aurait été intéressant. Les épreuves de leur vie, de leur parcours sont souvent quand même assez violents sur la question du racisme, évidemment, sur la question aussi sexuelle, du fantasme d'homme blanc, sur ce que peut représenter une femme noire dans l'esprit de certains, les discriminations aussi au sein de l'école, de l'éducation nationale. Comment vous avez ressenti ces témoignages-là, qui sont forts, intimes? Comment vous avez vécu le récit de ces témoignages de l'intimité? Disons qu'à la fin des pré-entretiens, j'ai eu un premier coup un peu de mou parce que déjà les pré-entretiens, en fait, ce que je faisais, c'est que j'avais donc le questionnaire était construit dès le départ. Donc une fois que les filles avaient reçu le synopsis et la note d'intention, qu'elles étaient d'accord, on se voyait et là on discutait autour du questionnaire parce que je voulais vraiment qu'elles comprennent ma démarche. Donc moi je leur racontais pourquoi j'avais fait telle thématique, donc une anecdote de ma vie personnelle, et puis après on discutait voir si ça résonnait avec leur vie. À ce moment-là, j'ai une formation en sociologie quand même parce que quand j'étais à Sciences Po, j'ai fait pas mal de sociaux. Mais par exemple, j'ai pas de formation en psychologie et donc l'idée du transfert contre transfert, j'étais pas prête. Donc ça a été vraiment très dur en fait. Enfin, à la fin des 45 pré-entretiens, moi j'étais complètement drainée et puis c'était très dur. Donc voilà, je fais une première petite pause. Et puis celles qui se sont imposées parce que voilà, pas d'argent, besoin d'aller faire autre chose, finalement c'était très bien. C'était très bien parce que c'était beaucoup à apprendre et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, si je dois refaire un film d'entretien comme ça, je vais me faire aider et puis je vais mettre d'autres barrières, je vais faire des choses différemment, mais bon, c'était la première fois, donc il faut faire certaines erreurs. Et puis après, quand on a filmé les entretiens, là déjà, j'avais eu l'expérience des pré-entretiens. Donc j'étais plus à distance. Et puis ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait en sorte que les filles se connaissent entre elles. Parce que c'est quand même un récit, c'est une conversation qui est très structurée et qui porte comme un discours commun. Ouais. Donc ça aurait été étrange que les filles ne se connaissent pas. Ouais, c'est vrai que les témoignages se résonnent les uns les autres. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'à partir du moment où le groupe a été constitué de personnes qui voulaient vraiment participer au tournage, j'ai commencé à faire des grosses soirées à la maison où elles étaient toutes invitées et comme ça, elles pouvaient se rencontrer, discuter. Et ça aussi, ça a été, je pense, quelque chose qui m'a aidée parce qu'un groupe s'est constitué entre elles. Et elles ont pu faire leur truc et puis moi après j'ai pu comme me refocaliser sur mon travail de réalisatrice et pas forcément être dans quelque chose qui était entre la relation d'aide dans le sens du témoignage et puis la réalisation qui parfois peut être un peu compliquée parce qu'au final t'es une artiste et t'es en train de faire ton projet
Et donc, tu ne peux pas non plus être complètement dans le Bien sûr, collectif. ouais. Voilà. Combien de la durée de chaque témoignage? J'imagine que c'est aléatoire en fonction, mais En moyenne, à chaque fois, c'était entre 2h30 et la plus longue, 4h45. ouais, quand même. Ouais. Donc un sacré dérochage quand même. Oui, on avait 76 heures utiles au tout début du montage et pour descendre à 2, ça a été épique. Ouais, ouais. La réalisation, c'est très sobre, des plans très serrés sur les témoignages, quasiment aucun plan de contexte, hormis à la fin, pour deux des témoins. Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça veut dire? La première chose, c'est que c'est un documentaire de création et je pense qu'il y a un vrai souci, parce qu'on est dans des situations politiques très difficiles, qui font que ça pousse parfois des artistes racisés en France à faire primer le politique sur l'esthétique. Et pour moi, c'est aussi un souci, c'est-à-dire que c'est comme si on s'interdisait nous-mêmes d'avoir des mouvements d'audace dans la création parce qu'on veut absolument qu'on écoute notre propos politique. C'est une militante qui dit ça en plus. Exactement. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très militant. Moi, je suis une grande admiratrice de Toni Morrison et puis de plein d'autres auteurs, d'Edwidge Danticat, et je pense qu'il y a une vraie... Surtout dans la Caraïbe, je trouve qu'il y a une vraie réflexion parce que, enfin dans la Caraïbe non francophone, ou francophones, mais comme les Haïtiens, c'est-à-dire des endroits où il y a une identité noire très forte, où c'est justement des endroits où l'esthétique prime parce qu'on n'a pas besoin de se définir par rapport au blanc, d'être en confrontation. Et moi, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que là, je me suis aussi réorientée ces dernières années sur la recherche et la création. Je pense qu'il y a vraiment une impasse pour soi dans le militantisme qui fait qu'on est moins créatif. Et c'est pour ça que je disais, c'est Toni Morrison qui dit que la fonction du racisme, c'est de t'empêcher de faire ton travail. Ouais. Et je trouve que c'est très très vrai, c'est-à-dire qu'il y aura toujours une urgence, il y aura toujours une nouvelle insulte. Et qui nous oblige à réagir du coup. Exactement. Et à pas penser sur le long terme ou à pas voir ce qu'on aimerait vraiment créer soi. Et du coup, pour moi, c'était vraiment ça l'objectif, c'était... J'ai fait le film que j'aurais aimé voir, donc j'ai mis toutes ces performances artistiques parce que j'ai été performeuse burlesque, j'aime Racine, j'aime la performance aussi, ce que fait Rebecca, des choses très très intenses comme ça, avec de la nudité, et puis Et en fait, plutôt que de me dire, je sais pas, moi, il faut absolument qu'on écoute juste ce qu'elles ont à dire, je voulais aussi que les moments de respiration soient des moments créatifs et pas juste un plan de coupe comme on va avoir dans un reportage télé, ou parce qu'on veut pas que les gens s'ennuient, on va leur mettre quelqu'un qui est en train de marcher. Et ça, pour moi, c'était vraiment pas c'était vraiment ce que je voulais pas faire, en fait. Parce qu'il n'y a pas de musique, non. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires, alors même qu'il y a quand même des phrases très fortes qui ont été prononcées. Par exemple, celle-ci, je me sentais indésirable et invisible, ou encore, oui, celle-ci qui est pour moi une des plus fortes, nous n'avons pas le privilège de l'innocence de la couleur de peau. On se dit, il y a ces phrases qui sont formulées et on aimerait peut-être entendre quelque chose qui va encore plus loin, peut-être dans le commentaire du coup, de vous en tant que réalisatrice. Et vous, non, vous laissez vraiment la sobriété du discours parce que c'est quoi? Il faut les laisser parler d'abord? Oui, en fait, le grand problème de la représentation des personnes noires en général et des femmes noires, c'est qu'on est parlé, on est regardé, il y a toujours ce regard surplombant du sociologue ou du réalisateur ou de la réalisatrice qui vient soit faire son safari en banlieue, soit voir ces pauvres femmes excisées, soit... Et en fait, c'est comme si on n'était pas les spécialistes de notre propre vie. En fait, on sait très bien ce qui se passe. On n'a pas besoin d'avoir fait de la sociologie pour être capable d'expliquer ce que c'est le racisme systémique parce qu'on le vit au quotidien. Donc pour moi, c'était vraiment cette question de ne pas venir faire la parole de l'expert, et de venir comme sous-titrer ce qu'elles ont dit. Oui, moi c'est plus que j'aurais eu envie de les entendre plus longtemps par exemple, mais on a très bien compris ce qu'elle veut dire et pour moi c'était vraiment une idée de, je veux dire je suis là, ma présence est en filigrane, c'est moi qui ai fait le questionnaire, mais finalement quand je me suis mise à regarder les rushs, je me suis dit ça tient tout seul, tout ce qu'elles disent ça tient tout seul, donc il n'y a pas besoin que je vienne faire une petite illustration ou expliquer ou aller plus loin parce qu'en fait ce serait comme enlever de la force à ce qu'elles ont dit en fait. Et la force de ce qu'elles disent, c'est aussi la répétition des témoignages qui se ressemblent et qui peuvent du coup être peut-être un peu trop répétitifs parfois, mais on se rend compte qu'en fait, il y a aussi une démarche qui est de dire, mais voilà, ces femmes-là qui sont parfois invisibles dans le débat public, et c'est le cas, leurs témoignages répétitifs montrent bien qu'elles existent. Oui, puis pour moi, il y avait vraiment une nécessité d'accumulation parce qu'en général, ce qu'on va utiliser pour, on va dire, minimiser les incidents qui sont effectivement du racisme quotidien, mais qui est une expression du racisme systémique,
c'est que, oui, tu as croisé une personne qui était, oui, mais c'est cette personne qui était bête, oui, mais c'est arrivé une fois, mais ça veut rien dire. Donc pour moi, ce qui était important, et en particulier, ce que je dis souvent, c'est que c'est un film que j'ai fait pour la jeune fille que j'étais à 14-15 ans, qui, quand on a commencé à me dire des choses sexuelles hyper salaces, n'est pas compris d'où ça venait. Je veux dire, c'est d'une violence. Quand t'es pas active sexuellement et qu'on commence à te dire « Ah, vous, les Noirs, vous êtes trop chaudes, je sais pas quoi », tu sais, c'est... Il y a une témoin d'ailleurs qui le dit très bien. C'est ça, c'est quelque chose qui te complète, qui te fait vaciller, tu ne comprends pas ce qui se passe. Donc pour moi, le premier outil, c'était, si jamais ça t'est arrivé, regarde toutes les autres femmes noires à qui c'est déjà arrivé. Tu n'es pas toute seule, c'est un fait social, en fait c'est quelque chose qui a une histoire aussi. Et donc pour moi, c'est vraiment une nécessité de montrer que c'est pas juste une personne, c'est une histoire qui est liée à l'histoire de la France. Et que de la même façon que le premier mot dans la barre de recherche de YouPorn, c'est beurette, ça veut dire quelque chose sur l'histoire coloniale de la France et pourquoi il y a tel stéréotype, bah en fait, on en a tous. T'es une fille asiatique, on va penser que t'es soumise et que on peut faire tout ce qu'on veut avec toi sexuellement. T'es une fille arabe, on va penser encore autre chose et le côté oriental, mystérieux, mais qui finalement est chaudasse à la maison. Et puis t'es une fille noire, là on va penser que t'es juste chaudasse tout le temps, peu importe. Donc pour moi, c'était vraiment ça, cette idée, c'était que ça peut paraître répétitif, mais puisqu'on n'a pas de statistiques ethniques, puisqu'on n'a pas le seul moyen de montrer que c'est quelque chose de social, bah c'est d'avoir plusieurs personnes qui disent la même chose. On est quand même en 2016 en France et ces réalités-là, malgré tout, restent tout de même assez confidentielles dans leur expression. On les trouve dans des publications scientifiques, on les trouve dans des publications militantes, sur les réseaux sociaux, mais quid du service public, quid de la télévision, quid des grands médias qui rendent ces réalités-là complètement invisibles en fait. Mais oui, mais oui, quid de toutes ces institutions. Ben, je pense que, en tout cas, voilà, moi c'est la raison principale pour laquelle j'aimerais que ce film à un moment donné aussi trouve une vraie distribution, c'est qu'on a besoin de faire sortir ces thématiques-là du monde universitaire et du monde militant. On a besoin que ça se diffuse dans la société parce que justement, tant que les personnes qui sont à la tête des institutions ne comprennent pas qu'elles font partie du problème, ne comprennent pas que vouloir orienter des élèves vers les filières techniques et professionnelles parce qu'on a peur qu'elles ne réussissent pas à l'université, en fait, c'est un présupposé raciste. Parce que même si l'université, ça peut être un lieu de violence, laissez aux gens au moins la chance de ne pas y arriver à l'université. Ne décidez pas pour ces personnes à l'avance qu'elles n'auront pas le niveau et qu'elles ne peuvent pas y arriver. Et donc, du coup, ne serait-ce que ça aussi, arriver à penser le racisme autrement que c'est un rapport interpersonnel et telle personne est méchante. Arrêtez de penser ça comme une question morale et pensez ça aussi comme une question vraiment de interroger tous ces préjugés. Le paternalisme est une forme de racisme. Donc, faire des choses qui en fait sont discriminantes pour le bien des racisés parce qu'on pense qu'ils ont moins de capacités, parce qu'on pense que ça va être plus difficile, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas l'argent pour aller en prépa ou je sais pas, c'est du racisme. Une des témoins disait, et à juste titre, inverser la lecture, c'est-à-dire faire interroger la majorité par la minorité. Exactement. Oui, c'est complètement ça, parce que je pense que, ben, c'est ce que je disais sur le regard surplombant, tout le monde vient voir ce qui se passe chez les Noirs, les Arabes, les pauvres, aussi parce qu'on a accès. C'est facile d'aller chez les pauvres, d'aller dans les cités. Essayez d'aller faire un reportage sur le Jockey Club à Paris, on ne va pas vous laisser rentrer, c'est aussi simple que ça. Les riches, ils peuvent s'enfermer et ne pas laisser les sociologues venir, ne pas laisser les reportages télé, Bernard de la Villardière ou ce genre de trucs. Il ne va pas chez les riches, il ne va pas à Saint-Germain-en-Laye, il ne va pas je sais pas moi, au Cercle, je sais pas ce qu'il y a, parce qu'en fait, il n'y a pas accès. Parce qu'on peut se défendre et aussi il peut être attaqué. Les gens peuvent le traîner devant les tribunaux s'ils ne sont pas contents. Donc pour moi, c'est vraiment cette question-là, c'est qu'est-ce que ça dit de la société dans laquelle on est? Qu'est-ce que ça dit du monde, des personnes avec qui on évolue et de l'endroit où ces personnes-là aussi sont restées bloquées? Moi, je dis souvent cette question aussi sur l'universel. Est-ce que les Blancs sont capables de se penser dans un universel qui n'est pas blanc? C'est-à-dire que moi, je voudrais qu'on arrête de me dire que c'est un film de niche. Un film de noir, c'est pas un film de niche. Il faut juste être capable de s'identifier à des personnes qui sont pas comme nous. Et nous, en fait, les Noirs, les Arabes, les Asiatiques en France, on n'a pas le choix, puisqu'il n'y a que des Blancs dans les films. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi du combat militant que vous avez mené, que vous continuez à mener, ce type de documentaire que vous montrez, qu'est-ce que ça dit du combat mené par des associations, des organisations diverses et variées depuis plusieurs années? Bon, je pense que le film, comme la situation aussi avec Adama Traoré, comme plein d'autres choses, disent qu'en France, il y a un souci entre l'antiracisme institutionnel et puis et ce que vivent les personnes concernées sur le terrain. Donc, il y a un dialogue qui n'a pas lieu, en fait. Il y a une conversation qui n'a pas lieu. Enfin, je veux dire, c'est aussi pour ça que ça s'appelle ouvrir la voie. C'est qu'à un moment donné, il va falloir partir du monde tel qu'il est
et pas du monde tel qu'on aimerait qu'il soit. Donc en fait, il y a un certain nombre de problèmes. Si on avait des statistiques ethniques, on aurait une vision encore plus claire des types de problèmes qu'il y a. Et puis on pourrait peut-être travailler vraiment sur ce qui se passe et pas sur idéologiquement quel type de société on aimerait avoir. Oui, on est tous d'accord, on est tous des êtres humains. Mais en fait, aujourd'hui, quand tu es un être humain noir ou arabe et puis que tu veux habiter dans le 15e arrondissement ou le 16e arrondissement à Paris, même si tu as bac+8, ça va être compliqué. Donc en fait, est-ce qu'on peut parler de ça et dire mais non, c'est pas juste un con, c'est juste un con qui n'a pas voulu te louer l'appartement. C'est pas juste ça. La perdurance de ces problèmes, est-ce que ça dit aussi un certain échec ou en tout cas une faille dans le combat militant? Oui, complètement en tout cas. Moi, c'est le constat que je fais pour mon parcours. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un souci de transmission en fait. À un moment donné, je ne sais pas ce qui ne se passe pas en France, mais il y a eu énormément de choses qui se sont faites et qui se sont dites depuis les années 60-70 sur les questions raciales, sur les questions de genre en France et ailleurs. Il y a énormément de choses qui se sont faites au niveau militant, puis on n'arrive pas à en voir la traduction dans la société. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, nous-mêmes, on n'est pas efficace. Et c'est pour ça que je disais que je m'oriente vers la création et vers la recherche, parce qu'en fait, l'objectif, c'est de sortir d'une forme d'idéologie. Moi, ce qui me dérange beaucoup dans la façon qu'on a de fonctionner en France, c'est qu'on manque de pragmatisme. Et qu'à un moment donné, on va être dans un milieu militant et on va mettre déjà 6 mois à se mettre d'accord sur quelle est notre orientation et comment on se définit et quel type de mots on utilise. Et pendant ce temps-là, on n'a rien fait en fait. Et je pense et de la même façon, on va aussi pas arriver à faire le lien entre les personnes qui sont capables de mobiliser, c'est-à-dire que ce qui se passe beaucoup là avec les personnes plus jeunes sur les réseaux sociaux, c'est qu'on est vraiment capable de se mobiliser, de lancer des hashtags, d'aller à des manifestations. Pour moi, c'était vraiment aussi, est-ce que mon objectif, c'est de prouver que j'ai raison, ou est-ce que mon objectif, c'est de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui entendent mon discours? Et ce que j'aime dans le cinéma, et dans l'art en général, c'est que c'est une proposition. Tu la prends ou tu la prends pas. Moi, je te donne mon avis sur des choses, je te montre comment on discute de ces questions-là avec mes amis, parce que finalement, c'est comme passer une soirée avec des femmes noires qui seraient en train de vent, là, comment on dit en anglais, c'est d'échanger entre elles pour aller un peu mieux. Et donc voilà, donc on te laisse avoir accès à ça. C'est quelque chose qui est censé aussi débloquer des conversations dans la communauté noire parce qu'on a énormément de tabous et de déni sur plein de sujets, l'orientation sexuelle, la dépression. Et puis aussi pour les Blancs, de justement retourner le miroir, de dire regardez comment nous on vit un certain nombre de choses que vous nous faites subir. Et est-ce que ça ne pose pas des questions sur vous aussi, sur votre propre humanité? Et dans le documentaire, vous parlez de ces difficultés-là, de ces contraintes, de toutes ces pressions sociales, raciales sur les femmes noires dans leur parcours de vie. Mais vous parlez aussi de ce qui se passe à l'intérieur même des groupes, des communautés, des familles dans lesquelles elles évoluent. Donc l'idée, c'était aussi de pas rester cantonné à une expression d'un rapport de force entre blanc et noir. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans les communautés quelque chose qui est violent et qui agit sur les expériences de vie. Si, bien sûr. C'était pour ça aussi que c'était important de faire un film sur les femmes noires et pas juste les noirs, parce que c'est vraiment cette idée que nous, on est à l'intersection d'un certain nombre de discriminations. Donc si tu es une femme noire hétérosexuelle, il y a le patriarcat et le sexisme. Mais si tu es une femme noire lesbienne, alors là, il y a le patriarcat, le sexisme, l'homophobie. Et puis, les choses peuvent encore plus s'allonger si en plus tu es en situation de handicap ou que sais-je encore. Donc pour moi, c'était vraiment qu'on comprenne aussi qu'il y a des normes et qu'il y a comme une forme de double contrainte constante. Que ce soit parce que dans nos familles, on va avoir un rapport à la migration et qu'on va nous dire tu dois tenir telle place, que ce soit le fait qu'on soit en France et qu'on nous demande autre chose, que ce soit qu'on va avoir les fétiches sexuels des hommes blancs, mais qu'en même temps, de l'autre côté, on va avoir les hommes noirs qui, si on ne rentre pas dans un certain type de normes de ce qu'est une bonne femme noire, là aussi on va se faire attaquer. Donc pour moi, c'était vraiment aussi important de montrer à quel point pour nous, on était tout le temps en train de marcher sur un fil et c'est très très compliqué de ne pas être attaqué de tous les côtés à la fois. Donc c'était pour ça, parce que je pense que c'est encore une fois une des contraintes du racisme, une des contraintes de systèmes très violents comme la France, où le patriarcat est très violent, où la discrimination raciale est très violente, c'est que les personnes qui subissent ces violences-là se retrouvent parfois à elles-mêmes s'essentialiser dans un mouvement de défense. C'est-à-dire que quand on est constamment attaqué sur le fait d'être noir, on a envie de revaloriser, de recréer une fierté noire. Mais parfois, ça peut être une impasse. Dans cette recréation de fierté noire, et ça c'est Mani Chronique, Audrey qui le dit, il y a cette volonté de se montrer fort tout le temps, et alors du coup, on ne va plus du tout adresser la dépression. Le racisme a des conséquences
très graves sur la santé mentale. Et donc on ne peut pas, juste parce qu'on a été attaqué et vouloir se présenter comme noir et fier, ne pas admettre qu'un bon nombre des membres de notre communauté ne vont pas bien. La prochaine étape, c'est quoi? C'est espérer être projeté dans les salles de cinéma? Ben oui, oui. Ben, pour avoir une conversation, il vaut mieux toucher un maximum de personnes. Et ben, on est en train de contacter des distributeurs et des distributrices, et puis on espère que quelqu'un va se rendre compte que c'est une discussion que tout le monde a envie d'avoir. Donc que ce serait bien de programmer le film dans les salles. Et aussi peut-être dans des institutions, parce qu'on parlait d'institutions tout à l'heure, pour faire en sorte que les lignes bougent et pour faire en sorte que tout ça soit conscientisé par un maximum de personnes et non pas par celles qui le sont déjà, il faut aussi peut-être, pourquoi pas, le diffuser, le projeter à l'Assemblée nationale, au Sénat. Ben oui. Non mais, non mais oui, non là, mais là où les enjeux de pouvoir bien sûr. sont... Ben, dans la formation des maîtres aussi, moi je pense qu'il y a l'éducation nationale, il y a un vrai souci et il y aurait vraiment un grand besoin de montrer ce film et d'autres aux professeurs qui encore aujourd'hui sont majoritairement blancs et pourtant s'occupent d'élèves racisés, donc ça aussi. Est-ce qu'il y a un projet sur lequel tu es en train de travailler Ben moi maintenant je travaille sur l'adoption transraciale. Donc j'ai repris mes études, donc je suis en maîtrise de sociologie là, à l'Université du Québec à Montréal et je travaille sur la mobilisation politique des adoptés transraciaux et transnationaux adultes. Et moi j'aime bien travailler en cycle. Donc le film il vient un peu clore 10 ans sur les questions coloniales, les questions de genre. Il y a 10 ans tout pile, là je rendais mon mémoire à Sciences Po sur les enjeux du traitement de la question coloniale en France. Puis je trouve que le film clôt bien cette réflexion. Et maintenant je m'oriente vraiment beaucoup sur la justice reproductive, la santé, justement parce que je trouve qu'une des conséquences du racisme qui est très peu explorée dans le monde francophone, c'est la santé. Il y a énormément de discrimination dans le monde de la santé et que justement on va avoir tendance à se focaliser sur les violences policières qui sont très graves, mais c'est des morts spectaculaires. Et on va moins se focaliser sur le fait qu'il y a énormément d'adultes dans les communautés afro, par exemple, qui ne vont pas consulter parce qu'il y a plusieurs stigmatisations et aussi tout à fait légitimes, c'est-à-dire d'être maltraités avec condescendance, paternalisme, et qui vont trop tard et qui vont quand ils sont déjà trop malades et qui ne peuvent pas être traités. Vraiment, toute cette question pour moi, c'est un peu d'essayer de repenser mon action et d'être vraiment dans la société, même si je pense que c'est très important qu'il y ait des groupes aussi radicaux qui tirent le mainstream, mais je pense qu'en France, il manque un peu de discours vers la population générale et c'est ce que j'aimerais bien faire maintenant. Merci Amandine Gay. Merci Nassira El Ouadem.